Une nuit a renversé des certitudes vieilles de plusieurs décennies dans le Sahel, bouleversant toute la dynamique régionale. Ibrahim Traoré, un leader improbable au cœur du désert, a orchestré un retournement stratégique qui a surpris le monde. Ce n'était pas qu'un exploit militaire, mais une réponse à la résilience locale qui défie les attentes internationales. Le Sahel, autrefois perçu comme une région condamnée, devient aujourd'hui un exemple frappant de survie et d'adaptabilité. Mais comment ce changement radical s'est-il concrétisé et quelles en sont les implications pour l'avenir de la région et la résilience de l'Afrique dans son ensemble? Le Sahel, longtemps perçu comme une région condamnée, est aujourd'hui en pleine transformation grâce à la stratégie audacieuse d'Ibrahim Traoré et à la résilience de ses habitants. Mais ce changement est loin d'être simple. Alors que les experts internationaux prévoient souvent un avenir marqué par l'instabilité et la violence, le Sahel démontre qu'il est capable de se réinventer. Cette nouvelle dynamique soulève de nombreuses questions. Comment les peuples sahéliens, souvent négligés, parviennent-ils à inverser la tendance? Quel rôle joue Ibrahim Traoré dans ce renversement stratégique et pourquoi est-il vu comme un acteur clé dans cette révolution géopolitique? Ce retournement n'est pas seulement un succès militaire, il représente un défi à la coopération internationale et un modèle alternatif de résistance. Le futur du Sahel et de la région dans son ensemble dépendra de la capacité des populations locales à maintenir cette résilience et à construire un avenir durable. Le monde a les yeux rivés sur cette région. L'histoire du Sahel est-elle en train de se réécrire? Le retournement stratégique qui a secoué le Sahel n'a pas été un coup de chance. En réalité, il repose sur une série d'événements soigneusement orchestrés par Ibrahim Traoré et son équipe. Ce n'était pas seulement une question de puissance militaire, mais de lecture fine du terrain et de la situation locale. Lorsque l'offensive a eu lieu, les observateurs étrangers pensaient que la défaite était inévitable, mais les forces sahéliennes ont pris l'initiative avant même que l'ennemi ne frappe. En quelques heures, la situation a radicalement changé. La clé de ce succès réside dans la capacité des Sahéliens à exploiter des informations cruciales qui n'étaient visibles que pour ceux qui connaissaient intimement la région. Ces signaux faibles ont été détectés par des réseaux locaux d'information, des éléments souvent négligés par les experts extérieurs. Ibrahim Traoré a non seulement compris l'importance de ces données, mais a aussi su utiliser les ressources locales pour riposter avec une précision étonnante. Le désert, qui aurait pu sembler être un handicap, s'est transformé en un terrain stratégique. Le Sahel, traditionnellement considéré comme un lieu de résignation face à la violence et à l'instabilité, a prouvé qu'il pouvait inverser cette dynamique. Ce changement n'est pas seulement militaire, mais aussi social et politique. La résilience des populations locales, qui ont su se coordonner et s'adapter à un environnement hostile, a joué un rôle déterminant dans ce renversement. C'est cette résilience combinée à une stratégie de terrain exceptionnelle qui a permis au Sahel de transformer son destin en quelques heures. Mais la question demeure, ce modèle pourra-t-il être reproduit ailleurs dans le monde? Ibrahim Traoré n'est pas un leader militaire classique. Contrairement à de nombreux autres dirigeants du Sahel, sa force réside dans sa capacité à comprendre et à exploiter les dynamiques locales, loin des stratégies extérieures imposées. Il n'a pas simplement été un chef militaire. Il a incarné un symbole de résilience et de détermination pour toute la région. Dès les premiers soleils signes de l'offensive, Traoré a su réagir avec une rapidité impressionnante, transformant des moments de peur et de confusion en une réponse stratégique coordonnée. Sa décision de frapper avant que l'ennemi ne puisse réagir a été un tournant décisif. Plutôt que d'attendre une attaque, les forces sahéliennes ont pris l'initiative, ce qui a bouleversé les attentes internationales. Cette action rapide a non seulement fait dérailler les plans ennemis, mais a également démontré la capacité d'un leadership local
à inverser une situation apparemment désastreuse. Traoré, fort de son expérience et de son lien avec le terrain, a compris que la véritable force réside dans la connaissance du milieu et dans la capacité de ces hommes à s'adapter à un environnement complexe et imprévisible. Les premiers succès de cette stratégie ont eu un impact immédiat. Les villages, autrefois abandonnés et laissés à la merci des forces extérieures, ont été réorganisés, sécurisés et transformés en points de résistance clés. La communauté locale, qui avait longtemps été marginalisée, est devenue un acteur central dans la gestion du conflit, prouvant que les solutions locales peuvent surpasser les interventions extérieures. Le retournement stratégique dans le Sahel a été rapide et décisif, marquant une rupture totale avec la situation d'impasse qui prévalait auparavant. Dès les premières heures de l'offensive, Ibrahim Traoré et ses forces ont pris l'initiative de frapper avant même que l'ennemi ne puisse se préparer. Cette décision audacieuse a permis de bouleverser la dynamique de la région en un temps record, mettant les forces adverses sur la défensive et redéfinissant les lignes de front. Les premières actions ont commencé par l'interception de signaux faibles provenant des réseaux locaux, qui ont permis aux Sahéliens de détecter une attaque imminente. Ce qui aurait pu être une offensive dévastatrice pour la région a été transformé en un terrain de manœuvre stratégique. Les forces sahéliennes ont immédiatement réagi, frappant des cibles clés, telles que des bases avancées et des dépôts de munitions, privant ainsi l'ennemi de ressources cruciales. Ce qui semblait être un conflit long et coûteux a été résolu en quelques heures grâce à l'agilité et à la réactivité des troupes locales. La rapidité de la réponse a permis de maintenir l'initiative, empêchant les forces adverses de reprendre le contrôle. Les villages, autrefois plongés dans la peur, ont été réorganisés en centres de résistance, permettant aux forces sahéliennes de continuer leur avancée. La coordination entre les différentes unités sahéliennes, au-delà des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a été exemplaire, illustrant la force de l'intégration régionale. Ce modèle de coopération locale a permis d'accélérer la prise de décision et de maintenir une cohésion sans faille face à l'adversité. En parallèle, la population locale a joué un rôle clé dans ce renversement. Les habitants, qui avaient longtemps été témoins des souffrances causées par l'instabilité, ont pris part activement à la défense de leur territoire. Les informations circulant à travers les réseaux communautaires ont été déterminantes pour guider les actions militaires et assurer le succès de l'opération. Ce rôle de la population dans le conflit est un élément central du modèle sahélien, qui repose sur une coopération étroite entre la population et les forces militaires locales. Le désert, loin d'être un handicap, est devenu un atout stratégique. Les forces des Sahéliennes, connaissant intimement le terrain, ont su l'exploiter à leur avantage. Là où les ennemis voyaient un environnement hostile, les Sahéliens y ont vu un champ d'opportunité, utilisant leur expertise pour manœuvrer de manière efficace et déstabiliser leurs adversaires. Les premières frappes ont permis de neutraliser les bases ennemies, rendant toute contre-attaque pratiquement impossible. Ainsi, en moins de temps que prévu, les forces sahéliennes ont réussi à inverser la situation, transformant une défaite annoncée en une victoire éclatante. Ce retournement rapide a non seulement surpris le monde, mais a aussi démontré la puissance d'une résistance locale bien coordonnée et bien préparée. L'offensive sahélienne, bien qu'impressionnante dans sa rapidité, ne s'est pas seulement distinguée par sa tactique, mais aussi par la précision de ses résultats, mesurables. Trois éléments clés illustrent cette efficacité: la réduction des pertes ennemies, la rapidité de l'opération et l'intégration régionale. Le premier élément quantifiable concerne les pertes ennemies. En l'espace de quelques heures, les forces WAB sahéliennes ont détruit plusieurs bases stratégiques, privant l'ennemi de ses principaux points de ravitaillement. Cette action a réduit de près de 50% la capacité d'approvisionnement en carburant
et en munitions des forces adverses. Un tel impact en si peu de temps a non seulement déstabilisé les ennemis, mais a aussi démontré la capacité des forces sahéliennes à frapper précisément là où cela comptait le plus. Ces bases, souvent essentielles pour le maintien de l'effort de guerre, ont été réduites en cendres, mettant fin à la possibilité d'une contre-offensive efficace. Le deuxième indicateur clé réside dans la durée de l'opération. Alors qu'une telle offensive dans un environnement aussi complexe et hostile aurait normalement pris des jours, voire des semaines pour se concrétiser, les Sahéliens ont réussi à accomplir cette mission en moins de 12 heures. Cette rapidité d'exécution est le résultat d'une coordination exceptionnelle entre les différentes unités locales et régionales, ainsi que de l'efficacité de leur communication interne. Les informations en temps réel fournies par des réseaux locaux d'information ont permis de prendre des décisions tactiques éclairées, rendant l'opération non seulement rapide, mais également précise. Enfin, le troisième facteur mesurable est l'engagement simultané des trois pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette approche trilatérale, inédite dans la région, a permis une collaboration optimale entre les forces sahéliennes qui ont partagé des informations de manière transparente et coordonnée. Les forces sahéliennes ont su utiliser leur réseau d'infrastructures locales pour échanger des renseignements cruciaux, ce qui a grandement contribué au succès de l'opération. Contrairement aux interventions extérieures, souvent marquées par des défaillances dans la coordination, l'approche sahélienne a démontré que la coopération locale, même dans un contexte aussi complexe, pouvait se traduire par des résultats tangibles et rapides. Ces trois éléments, la réduction des pertes ennemies, la rapidité de l'opération et l'intégration régionale, sont les témoins directs de l'efficacité des forces sahéliennes et de leur capacité à renverser la situation en un temps record. Il souligne également l'importance de la préparation locale et de l'utilisation de ressources propres pour mener à bien des opérations complexes, même dans des environnements hostiles. Ces succès quantifiables renforcent la crédibilité de la stratégie sahélienne et démontrent que malgré les défis posés par l'isolement et les ressources limitées, il est possible d'accomplir des résultats spectaculaires avec une bonne coordination et une connaissance approfondie du terrain. Et dans les premières analyses de l'offensive sahélienne, deux points de vue opposés émergent. D'un côté, les sceptiques affirment que cette victoire n'aurait pas été possible sans un soutien extérieur, que ce soit sous forme d'équipements militaires, sophistiqués ou de soutien logistique indirect. Ils soulignent la rapidité et la précision des frappes, notamment les attaques coordonnées à distance qui semblent dépasser les capacités des forces locales, surtout dans un environnement aussi difficile que le Sahel. Selon cette perspective, les succès sahéliens pourraient être attribués en grande partie à des technologies externes et à une forme d'aide dissimulée, difficile à détecter mais cruciale pour l'efficacité de l'opération. En revanche, les défenseurs de la victoire sahélienne soutiennent que la clé de ce succès réside dans l'autonomie et la résilience des forces locales. Ibrahim Traoré et ses officiers ont prouvé qu'une connaissance intime du terrain et une coordination interne pouvaient suffire à compenser un manque d'équipements militaires sophistiqués. En se basant sur leur capacité à lire le désert, à identifier des signaux faibles et à réagir avec une rapidité inédite, les forces sahéliennes ont réussi à renverser la situation en un temps record. Le désert, loin d'être un obstacle, est devenu un atout stratégique où chaque repli et chaque mouvement de l'ennemi ont été scrutés et anticipés. Cette réactivité rapide et cette connaissance du terrain local ont permis aux Sahéliens de tirer parti des faiblesses de l'ennemi sans avoir besoin de renforts extérieurs massifs. L'approche sahélienne met donc en évidence un équilibre complexe entre les capacités internes et l'influence extérieure. Les forces sahéliennes ont su exploiter leurs propres ressources, mais elles ont également intégré des technologies locales comme les drones artisanaux.
utilisés de manière novatrice pour collecter des informations et ajuster leur stratégie en temps réel. Cette fusion de capacités internes et externes, bien que discrète, a été essentielle pour réussir l'offensive. En conclusion, bien que l'influence extérieure ne puisse être totalement écartée, l'essentiel du succès sahélien réside dans sa capacité à se défendre par ses propres moyens, en exploitant la connaissance du terrain, la résilience locale et la solidarité régionale. C'est un modèle qui pourrait inspirer d'autres régions confrontées à des défis similaires. Le retournement stratégique dans le Sahel a non seulement changé la dynamique militaire, mais a également transformé la perception de la région sur la scène internationale. Le Sahel, longtemps considéré comme un terrain de défaite et d'instabilité, est devenu un exemple de résilience et d'adaptabilité. Ibrahim Traoré et ses forces ont prouvé qu'il est possible de renverser une situation apparemment désastreuse en utilisant les ressources locales et une coordination parfaite. Cette victoire rapide a mis en lumière la puissance de la résistance interne, qui, loin d'être une simple réaction à l'agression, a démontré une capacité stratégique profondément ancrée dans la réalité locale. Mais cette réussite n'est pas uniquement un exploit militaire. Elle représente un changement de paradigme dans la façon dont les régions fragiles peuvent gérer leurs crises. Loin de dépendre uniquement des interventions extérieures, les forces sahéliennes ont montré qu'une connaissance intime du terrain et une organisation locale peuvent surmonter les défis imposés par des adversaires bien plus puissants. Ce modèle pourrait-il être reproduit ailleurs dans des contextes géopolitiques similaires? Le Sahel vient de montrer qu'un autre avenir est possible même pour les régions les plus vulnérables. Les conséquences réelles de l'offensive sahélienne se font sentir bien au-delà du champ de bataille. Ce retournement n'est pas seulement une victoire militaire, mais un changement radical dans la façon dont les pays de la région se perçoivent et interagissent avec le reste du monde. En renversant la situation, Ibrahim Traoré et ses forces ont démontré que les régions fragiles peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer grâce à leur propre résilience et à leur capacité à s'adapter aux circonstances locales. Pour les populations locales, cette victoire a rétabli un sens de sécurité et d'autonomie longtemps perdu. Les villages, auparavant abandonnés et vulnérables, commencent à se reconstruire. Les routes commerciales, autrefois désertées, sont désormais sécurisées, permettant aux habitants de reprendre leurs activités économiques. Ce retour à la normalité, bien que fragile, a renforcé la confiance de la population en leur capacité à se défendre et à prospérer sans dépendre de l'aide internationale. Les marchés, autrefois fermés, se sont rouverts, redonnant vie aux économies locales et apportant un sentiment de stabilité. Pour les travailleurs et producteurs locaux, l'impact est également significatif. Le rétablissement des routes commerciales et la sécurisation des villages ont permis au marché de reprendre leurs activités. Les agriculteurs, commerçants et producteurs ont retrouvé un accès aux marchés locaux, stimulant ainsi la croissance économique dans les zones auparavant isolées. Cette revitalisation économique n'est pas seulement un signe de succès militaire, mais aussi un indicateur clé de la résilience économique de la région. La jeunesse sahélienne, souvent perçue comme une génération perdue dans un environnement de guerre et d'instabilité, a également vu un changement. Les jeunes, inspirés par la victoire de leur leader, commencent à imaginer un avenir différent pour leur région. Ils voient dans cette transformation un modèle de gouvernance qui repose sur la solidarité, l'autonomie et la résilience face aux défis globaux. Les universités et les écoles, bien qu'encore fragiles, ont commencé à nourrir une nouvelle génération de leaders capables de penser au-delà des structures imposées par des puissances extérieures et de se concentrer sur des solutions locales durables. Au niveau régional, les effets sont tout aussi importants.
Le Sahel, autrefois marginalisé, est désormais un modèle de résilience pour d'autres pays d'Afrique. Des pays voisins, comme le Ghana, la Guinée et le Nigeria, commencent à observer de près ce qui se passe dans le Sahel. Certains d'entre eux ont même pris des mesures pour adapter leur propre gouvernance à cette nouvelle réalité de coopération locale et de défense autonome. Si le modèle sahélien continue de se développer, il pourrait bien influencer une transformation plus large dans la manière dont l'Afrique gère ses propres crises. Enfin, à l'échelle internationale, cette victoire a contraint les puissances mondiales à réévaluer leur approche des régions fragiles. Les interventions militaires extérieures, souvent perçues comme des solutions à long terme, sont désormais remises en question. Le Sahel a prouvé qu'une région, même en crise, peut se redresser sans une intervention massive de l'extérieur, en misant sur ses propres forces et sur des stratégies adaptées à son contexte. Cette nouvelle dynamique pourrait bien inspirer d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires. Dans les 6 à 12 mois à venir, trois scénarios distincts pourraient se dessiner pour le Sahel, chacun influencé par la manière dont la situation évolue et par les pressions internes et externes auxquelles la région fait face. Le premier scénario, optimiste, envisage une consolidation des progrès réalisés. Si la dynamique actuelle continue, les pays du Sahel pourraient renforcer leur intégration régionale et stabiliser davantage la région. Les infrastructures clés seraient rétablies, les routes commerciales sécurisées et les écoles ainsi que les centres de santé rouvriraient. Une coopération accrue entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, renforcée par l'appui de pays voisins comme le Ghana et la Guinée, pourrait servir de base à un modèle de gouvernance plus autonome. Ce modèle sahélien, basé sur la résilience locale et l'adaptabilité, pourrait inspirer d'autres régions en crise à adopter des approches similaires. Dans ce scénario, le Sahel deviendrait un exemple de stabilité dans un environnement complexe et les pressions extérieures diminueraient progressivement. Le deuxième scénario, plus nuancé, prévoit une stabilisation partielle mais avec des défis persistants. Bien que les forces sahéliennes continuent de repousser les menaces, la région pourrait rencontrer des obstacles économiques et politiques internes. Les hautes tensions entre les différents pays du Sahel pourraient freiner une coopération complète et créer des frictions qui ralentiraient les efforts de reconstruction. Les sanctions internationales associées à la pression des puissances extérieures pourraient également constituer un frein à la réussite totale du projet. Cependant, la résilience des populations locales et la détermination des forces sahéliennes pourraient permettre de maintenir un équilibre fragile tout en renforçant progressivement la stabilité dans certaines zones. Enfin, le scénario le plus sombre envisage une dégradation de la situation, où les tensions internes et externes mettraient à mal les acquis de la région. La pression croissante des puissances internationales, les sanctions économiques et l'ingérence extérieure pourraient fragmenter la région et créer des divisions internes. Les groupes armés et les insurrections locales pourraient resurgir, alimentant de nouveaux cycles de violence. Dans ce cas, le modèle sahélien, bien qu'inspirant, serait mis à l'épreuve et la région pourrait retourner à un état de fragilité chronique. Ce scénario risquerait de remettre en question l'avenir du Sahel en tant que modèle de résilience. Dans tous les cas, l'avenir du Sahel dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre entre autonomie interne et coopération régionale, tout en naviguant dans les pressions géopolitiques et économiques mondiales. Les répercussions de la transformation du Sahel ne se limitent pas seulement à la région elle-même, mais touchent également le monde entier. En observant la manière dont Ibrahim Traoré et ses forces ont retourné la situation en un temps record, de nombreuses personnes, dans et en dehors de la région, sont poussées à réfléchir sur la résilience, l'autonomie
et la capacité à se réinventer face à l'adversité. Le Sahel n'est plus simplement un exemple de crise. Il devient un symbole de changement possible, même dans les contextes les plus désespérés. Pour les jeunes générations, cette victoire est un message puissant. Elle leur montre que, même dans les régions les plus fragiles et marginalisées, il est possible de retrouver son pouvoir et de redéfinir son avenir. La jeunesse sahélienne, souvent perçue comme une génération perdue dans le contexte de la guerre et de l'instabilité, commence à voir un avenir différent, où elle peut jouer un rôle actif dans la transformation de sa propre région. Ce modèle de résilience pourrait inspirer des jeunes dans d'autres parties du monde à repenser leur propre potentiel et à se battre pour leur avenir. Pour les autres régions confrontées à des défis similaires, l'exemple du Sahel offre une réflexion sur les solutions internes et locales. Au lieu de se fier uniquement à des interventions extérieures, les pays en crise pourraient tirer parti de leurs ressources locales, de leur solidarité interne et de leur connaissance du terrain pour surmonter les obstacles. Le Sahel prouve que les solutions aux crises peuvent parfois émerger de l'intérieur, en s'appuyant sur la force collective des communautés locales. Les questions posées par ce changement de paradigme sont nombreuses. Et si d'autres régions en crise suivaient l'exemple du Sahel, quelles seraient les implications pour la coopération internationale et les stratégies d'aide humanitaire? Le Sahel invite à une remise en question des modèles traditionnels de gestion de la crise et ouvre la voie à une nouvelle façon de penser la résilience à l'échelle mondiale. Pour assurer la pérennité des transformations récentes dans le Sahel, il est crucial de mettre en place un plan structuré en plusieurs étapes, permettant de renforcer la résilience locale et de consolider les acquis. La première étape consiste à sécuriser définitivement les zones récemment reconquises. Cela passe par le renforcement des patrouilles locales et la création de zones de sécurité permanentes. Le succès de cette étape se mesurera par la diminution progressive des incidents violents et la stabilisation des zones sensibles, garantissant ainsi que les populations puissent se réinstaller en toute sécurité. La deuxième étape clé est la relance des services essentiels. Les infrastructures critiques telles que les écoles, les dispensaires et les points d'eau doivent être réparées rapidement. Cela permettra de restaurer la normalité et de renforcer la confiance des communautés dans le processus de reconstruction. Un indicateur de réussite sera l'augmentation du nombre de bénéficiaires et la reprise des activités dans les villages. Ensuite, il est crucial de relancer l'économie locale. Cela implique la réparation des routes commerciales et la sécurisation des voies de transport, afin de permettre une libre circulation des marchandises. Les marchés doivent être réouverts et les producteurs locaux encouragés à reprendre leurs activités. Une croissance du commerce local et une amélioration des conditions de vie dans les zones rurales seront des signes positifs de cette relance économique. La quatrième étape consiste à former une nouvelle génération de leaders. La mise en place de programmes de formation pour les jeunes, les enseignants et les médiateurs communautaires renforcera la capacité de la région à se gouverner de manière autonome. Le succès sera mesuré par l'émergence de nouvelles initiatives locales portées par cette jeune génération. Enfin, la cinquième étape est le renforcement de la coopération régionale. Une gouvernance unifiée entre les pays du Sahel est essentielle pour garantir une défense coordonnée et une coopération durable. Cela passera par la création d'institutions communes et la mise en place de mécanismes de décision régionaux solides. Ces 5 étapes permettront de sécuriser et de stabiliser le Sahel à long terme, tout en assurant que les récentes transformations ne se dissipent pas et qu'une gouvernance autonome et résiliente puisse être mise en place. Le Sahel, autrefois perçu comme une région vouée à l'échec, a maintenant prouvé que même dans les conditions les plus adverses, un peuple uni et résilient peut renverser son destin. Ibrahim Traoré, en utilisant la connaissance profonde du terrain et la solidarité locale, a transformé le désert, autrefois symbole de désespoir,
en un terrain de manœuvre stratégique. Cette réussite ne représente pas seulement un triomphe militaire, mais un message fort à tous ceux qui croient qu'un changement radical est impossible dans les régions fragiles. La résilience n'est pas une simple aspiration, mais une réalité qui peut se concrétiser. Le Sahel, maintenant en train de redéfinir son avenir, montre que la véritable force réside dans la capacité de se réinventer face à l'adversité, de puiser dans ses ressources internes et de transformer la peur en action. Les leçons tirées de ce changement de paradigme résonneront au-delà des frontières de la région, inspirant d'autres peuples confrontés à des crises similaires à se lever et à revendiquer leur propre pouvoir. Ce moment de renaissance pour le Sahel n'est que le début. Le chemin reste semé d'embûches, mais la route vers un avenir plus stable et plus autonome est désormais tracée. Le Sahel, avec son parcours semé d'embûches, offre une leçon précieuse non seulement pour les régions en crise, mais aussi pour le monde entier. Il nous montre que la résilience, la solidarité et la capacité à se réinventer sont des forces puissantes qui peuvent en transformer les défis en opportunités. Mais cette transformation ne peut se faire seule. Le monde entier doit maintenant se poser la question: comment pouvons-nous, dans nos sociétés et nos communautés, tirer parti des leçons du Sahel pour redéfinir notre propre avenir? Peut-être qu'il est temps de repenser notre manière de répondre aux crises plutôt que de se concentrer uniquement sur des solutions externes. Pouvons-nous encourager des approches qui valorisent la résilience locale et la coopération régionale? Le Sahel a ouvert la voie et il nous appartient maintenant de continuer cette réflexion collective. Nous vous invitons à réfléchir à ces questions, à partager vos idées et à rejoindre cette conversation mondiale. Quelle transformation locale, portée par la résilience et la solidarité, pouvez-vous envisager dans vos propres communautés?